Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, désormais, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, les chiffres d'affaires de quelques grandes entreprises du CAC 40 qui animent la séance à Paris. Alors, l'indice CAC 40 ne bouge pas, mais Danone se retrouve un peu sous pression aujourd'hui. Le groupe Danone est sous tension, malgré un chiffre d'affaires en ligne avec les attentes, en progression de 3,8% sur le troisième trimestre pour la croissance organique de Danone, mais on notera des volumes en baisse de 0,8% sur un an au troisième trimestre, et le groupe surtout anticipe une poursuite de l'inflation de ses coûts qui pourra atteindre au moins 8% l'an prochain. Le titre Danone recule de 2,5% à mi-séance et signe la plus forte baisse du CAC 40. Danone qui accueille donc son nouveau directeur général, Antoine Saint-Affrique, qui tiendra une journée investisseur importante le 8 mars prochain et qui sera sans doute l'occasion de détailler la nouvelle stratégie de Danone avec le nouveau management qui se met en place aujourd'hui. Dans la série des résultats, on aura ce soir le chiffre d'affaires de Kering après la clôture du marché parisien et puis après la clôture de Wall Street. D'autres résultats à attendre, dont ceux de Netflix, qui seront des résultats très suivis après le dernier succès de Netflix avec la série Squid Game coréenne qui a cartonné et qui sera sans doute pour l'instant le plus gros carton historique de Netflix. À suivre donc ce soir après la clôture de Wall Street. Et puis on reviendra bien sûr sur les sujets d'inflation avec un pricing de marché, comme on dit, qui devient très agressif. Le marché commence à anticiper une vitesse de normalisation des politiques monétaires beaucoup plus rapide que ce qu'on imaginait il y a encore quelques semaines ou quelques mois. On en parlera avec les équipes de stratégistes de CPRAM dans un instant. Des indices qui restent relativement stables à mi-séance en Europe. Le point complet, c'est avec Alix Nguyen. La bourse de Paris opère une remontée et stationne à l'équilibre après une journée passée dans le rouge. Progression suite à la bonne tenue de Wall Street qui bénéficiait hier de la hausse des grandes technologiques. Le S&P 500 et le Nasdaq ont aligné une quatrième séance de hausse d'affilée, encouragée par la progression de poids lourds comme Apple, Facebook et Microsoft. Le Dow Jones en revanche a terminé juste en dessous de l'équilibre sous l'effet de la contraction surprise de la production industrielle américaine. Un soupçon de sérénité donc dans des marchés pourtant préoccupés par le ralentissement de la croissance en Chine. Aujourd'hui, la suite des publications trimestrielles continue. Si le marché les envisage comme un bon cru, la vigilance reste de mise quant à l'évolution des cours du pétrole et des matières premières et leurs conséquences sur les performances des entreprises. La hausse du pétrole et des métaux soutient Total Energy et ArcelorMittal. Danone recule légèrement. Le groupe maintient ses perspectives pour 2021 après une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, malgré l'accélération de l'inflation. Inflation dont l'impact a été évoqué par le groupe, celui-ci affectant l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement. Danone confirme tabler sur un retour de la croissance rentable au second semestre et sur une marge opérationnelle courante globalement en ligne avec celle de 2020. Le directeur financier de Danone, Jürgen Esser, s'est exprimé dans la presse. Il a prévenu que l'inflation des coûts devrait accélérer à 9% au second semestre contre 7% au premier, tension qui selon lui devrait perdurer en 2022 et pourrait même s'amplifier. Vinci est stable et Kering progresse un chouïa avant la publication de leurs chiffres d'affaires après clôture. Si la performance des entreprises apaise un peu les marchés, la perspective d'une réduction des mesures de soutien des banques centrales s'ancre. Seront donc surveillées les interventions de plusieurs responsables de la Fed cette semaine. À noter que Jérôme Powell interviendra en toute fin de semaine. Côté valeur, Virbac progresse. Le laboratoire vétérinaire a légèrement relevé sa prévision de chiffre d'affaires pour 2021 après une croissance de ses ventes de 21% au troisième trimestre sur un an. Mercialys a avancé de plus de 6% ce matin. La foncière réitère ses perspectives annuelles après une activité sur 9 mois encore affectée par la crise sanitaire, mais avec une dynamique de loyer qui s'améliore progressivement. Et puis une hausse pour EDF. D'après une info du Figaro, Emmanuel Macron entend annoncer avant Noël la construction en France de 6 nouveaux réacteurs EPR. Tendance, mon ami, c'est chaque jour avec Alix Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Bon,
le dialogue entre les marchés et les banques centrales devient un peu plus musclé. On en parle avec Bastien Dreux, avec nous par téléphone, responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Comment est-ce qu'on est passé d'un Jérôme Powell, patron de la Fed, qui nous disait en juin, la Fed n'a pas encore commencé à réfléchir, à éteindre progressivement ses achats d'actifs, le fameux tapering, à aujourd'hui, mardi 19 octobre, un marché qui nous dit que la Fed sera en position en 2022 de monter au moins 2 fois ses taux d'ici le mois de décembre. Pour montrer un peu quand même la vitesse à laquelle les choses évoluent, je sais que le discours des banquiers centraux est évolutif, dépend du flux de données bien sûr, mais qu'est-ce qui a changé sur cette période de 3-4 mois pour qu'on en arrive à ce pricing de marché aujourd'hui, Bastien ? Oui, bonjour. C'est vrai que le pricing de marché a évolué de façon complètement spectaculaire. Ça peut paraître surprenant. Comme vous le disiez, il y a 6 mois, la Fed était déjà assez réticente à évoquer rien que les achats d'actifs. Puis elle a indiqué même que le simple fait de penser à des hausses de taux directeurs un jour, ça ne lui arrivait pas. Et là, on a effectivement un pricing de marché qui est beaucoup plus agressif, avec les 2 hausses de taux pressées d'ici la fin 2022 et puis les 5 hausses de taux d'ici la fin 2023. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est évidemment la perception de l'inflation qui a complètement changé. D'abord, l'inflation constatée. Si on prend le cas des États-Unis, l'inflation, ça fait le 4e mois consécutif que l'inflation se trouve au-dessus de 5% en glissement annuel, alors qu'on le rappelle, la cible est une cible d'inflation de 2%. Ensuite, il y a le narratif de la hausse de taux, de la hausse de l'inflation transitoire qui est en train de se fissurer. Si on prend par exemple le cas des véhicules d'occasion, des voitures d'occasion, on avait eu une assez forte hausse des prix en début d'année qui était causée par le très faible niveau des stocks et lui-même causé par des pénuries de semi-conducteurs. On aurait pu penser que les prix allaient se normaliser graduellement et que ils allaient plutôt se mettre à baisser d'ici la fin de l'année, mais non, en fait, ils sont repartis à la hausse en septembre. Ils ont même touché un nouveau plus haut historique en septembre. Et donc l'idée qui s'installe, c'est que les prix vont être élevés pendant plus longtemps pour au moins ce type de biens pour lesquels il y a des problèmes dans les chaînes d'approvisionnement. Et puis pour terminer, c'est la petite cerise sur le gâteau, c'est évidemment la crise énergétique avec la très forte hausse des prix du gaz naturel, mais aussi du pétrole, du charbon, des métaux, de l'électricité, qui vient complètement pousser à la hausse les prix. Tout ça, c'est quand même en large part lié à ce qui se passe sur le bras de fer entre la Russie et puis l'Europe en ce qui concerne l'accréditation du gazoduc Nord Stream 2. Et là, au passage, on a le 18e jour consécutif lors duquel la Russie livre très très peu de gaz à l'Europe. Et donc, on a plutôt une situation qui est en train de s'installer. Et évidemment, ça joue en fait sur ce narratif de la hausse de l'inflation transitoire qui est en train de se fissurer, quoi. Que la hausse, que le niveau élevé de l'inflation s'installe dans le temps, je le comprends, Bastien. Ça met à mal le côté temporel de l'inflation élevée. Mais ce que vous décrivez là, c'est toujours une nature d'inflation sur laquelle, en tout cas, la Fed n'a pas de possibilité d'agir. C'est toujours des problèmes de pénurie, de goulot d'étranglement, de situations spécifiques autour de l'énergie. C'est plutôt l'offre qui est concernée toujours de ce point de vue-là, Bastien, ou est-ce que les choses évoluent aussi dans la manière dont l'inflation se diffuse maintenant ? En fait, vous avez tout à fait raison de dire que l'offre est contrainte. On le voit de toute façon bien avec, par exemple, les pénuries de semi-conducteurs, avec le fait qu'il y ait des stocks de voitures qui soient très bas. Ça, évidemment, la Fed ne peut rien faire là-dessus. C'est pareil pour les marchés immobiliers. L'offre, elle est contrainte. Ce qui se dit, c'est qu'il manque 5 millions de logements aux États-Unis et évidemment, la Fed ne peut rien faire à ça. Donc, on a une offre qui est contrainte, mais en parallèle, on a quand même une demande qui est extrêmement stimulée par des politiques monétaires qui restent extrêmement accommodantes. Les banques centrales continuent à acheter des dizaines de milliards, voire des centaines de milliards d'actifs tous les mois, avec des taux qui sont soit à zéro, soit en territoire négatif. Et la surstimulation de la demande face
à une offre qui est contrainte, eh bien, ça vient très fortement faire progresser les prix. Et donc, l'idée qui commence à se mettre en place, c'est que peut-être qu'il n'y a pas besoin d'autant de soutien monétaire actuellement, parce que ça vient très fortement pousser les prix à la hausse, quoi. Et ça veut dire que du point de vue du marché en tout cas, le tapering, la réduction des achats quantitatifs de la Fed n'est plus suffisant pour écarter le risque de surchauffe inflationniste. Oui. Alors pour le moment, on avait donc la prochaine étape de la Fed, c'est le FOMC de novembre, lors duquel il y aura quasiment aucun doute l'annonce du tapering, c'est-à-dire la réduction des achats d'actifs. Donc les dernières minutes du FOMC, elles évoquaient 15 milliards de réduction d'achats mensuels tous les mois. On peut se demander si c'est un rythme qui est assez rapide, et puis on pourrait éventuellement imaginer que cette réduction elle soit plutôt de 20 milliards d'achats mensuels tous les mois, ce qui permettrait de gagner 2 mois et puis de terminer le quantitative easing en avril. Il y a aussi des possibilités d'associer au tapering, c'est-à-dire à la réduction des achats d'actifs, des conditions sur le fait que sur l'inflation, si jamais l'inflation elle progressait encore par rapport au niveau actuel qui sont déjà très élevés, on est au-dessus de 5% aux États-Unis, on pourrait avoir une condition, un certain seuil au-delà duquel le QE pourrait s'arrêter brutalement. Donc oui, effectivement, là, la question, c'est que cet arrêt des achats d'actifs, c'est peut-être pas suffisamment pour le moment. Oui. Alors après, ça, je trouve que c'est important et c'est pas assez suffisant. Pour le moment, c'est vrai qu'aux États-Unis, il n'est pas question d'avoir des hausses de taux directeurs de façon prématurée, mais je dirais qu'il faut quand même être attentif à certaines choses, et notamment les anticipations de l'inflation, parce que ce que Powell a dit d'entrée de jeu quand il avait annoncé sa stratégie d'average inflation targeting, c'était à l'été 2020, il avait dit d'entrée de jeu, si les anticipations d'inflation dépassent certains niveaux qui sont compatibles avec la stratégie d'average inflation targeting, nous n'hésiterons pas à agir. Et ça voudrait dire que dans ces cas-là, si on avait les points morts d'inflation, ou si on avait des enquêtes qui montraient un vrai dérapage des anticipations d'inflation, eh bien le jeu pourrait complètement changer, que cette séquence qu'on a d'abord le tapering, c'est-à-dire la réduction des achats d'actifs, ensuite les arrêts d'achats d'actifs, puis les hausses de taux directeurs, ça pourrait complètement changer. Donc je dirais que, et c'est peut-être quelque chose qui n'est pas assez surveillé, on a des anticipations d'inflation qui sont en train de progresser, et je pense que les membres du FOMC sont de plus en plus nerveux à ce sujet-là, et que s'il y avait vraiment un dérapage, eh bien la configuration pourrait complètement changer. Est-ce que la publication de la première estimation de croissance aux États-Unis pour le 3e trimestre, qui interviendra avant le prochain FOMC, la prochaine réunion de la Fed 2 et 3 novembre, Bastien, est-ce que cette publication va refroidir un petit peu tout le monde? A priori, le chiffre, en tout cas en vitesse, en croissance, ne va pas être bon. On était sur l'idée, il y a encore 2 mois, que le PIB américain serait peut-être de l'ordre de 5-6% en rythme annualisé pour ce 3e trimestre. Les indicateurs, les modèles en temps réel, notamment celui de la Fed d'Atlanta, nous dit qu'on sera beaucoup plus proche de 1 que de 6. Oui, donc on a eu sur les 2 premiers trimestres une croissance qui était à 6,7, puis à 6,4, et là, ce qu'indique nos castes de la Fed d'Atlanta, c'est qu'on sera plutôt sur du 1,2% en trimestre sur trimestre annualisé, donc un vrai ralentissement. Ouais. Mais là, encore une fois, on peut invoquer quand même le fait que l'inflation pénalise la consommation, parce que quand on suit les chiffres de vente au détail, par exemple, il faut vraiment faire attention au fait que ce sont des chiffres qui sont nominaux. En revanche, quand on les calcule en évolution réelle, c'est-à-dire qu'on prend en compte l'évolution finalement des prix, on se rend compte que la consommation réelle, finalement, elle augmente très peu, elle est très largement freinée sur le T3 aux États-Unis, et là, on se rend compte que l'inflation vient pénaliser la consommation des ménages, et ça, évidemment, c'est quelque chose qui ne va pas passer inaperçu du côté de la Fed, et qui, paradoxalement, pourrait peut-être accélérer finalement la sortie des politiques accommodantes en ce qui concerne la Fed.
Votre sentiment aujourd'hui, votre intuition, votre conviction même peut-être, Bastien, c'est que l'idée d'un démarrage, un lift-off de la Fed, une première hausse de taux, allez, on va le dire, au deuxième semestre 2022, c'est quelque chose qui pourrait être cohérent avec la position centrale des membres importants de la Fed dans les prochaines semaines et les prochains mois ? Ben, oui, je pense que c'est possible d'avoir une hausse de taux au deuxième semestre 2022. Et on voit bien que de toute façon, leurs positions officielles sont en train de changer à vitesse grand V. Là, l'idée même d'un tapering cette année, ça date seulement du 4 août. C'était il n'y a pas si longtemps. Avant ça, on ne savait même pas si le tapering serait commencé en 2021. Donc là, on sait qu'il sera commencé en 2021. Et après, je pense qu'il faut regarder un peu tous les indicateurs. On a le chômage, le taux de chômage qui a quand même beaucoup baissé, le taux d'emploi qui a beaucoup progressé. On a des anticipations d'inflation, des niveaux d'anticipation d'inflation qui sont relativement élevés par rapport à ce qu'on a pu voir avant la crise Covid. On a également des chiffres d'inflation et d'inflation sous-jacente qui sont au-dessus de ce qu'on a pu voir avant la crise Covid. Donc on a quand même vraiment beaucoup d'arguments qui peuvent être instrumentalisés par les membres du FOMC pour annoncer une hausse de taux de la Fed dès le deuxième semestre 2022. Bon, on suivra avec attention la prochaine série de réunions de banques centrales avec alors certaines d'entre elles qui sont positionnées encore de manière beaucoup plus agressive. Juste un mot là-dessus peut-être, Bastien, mais la Banque d'Angleterre, visiblement, pourrait enclencher une première hausse de taux dès le mois prochain. Et c'est là qu'on voit que cette fameuse séquence, d'abord le tapering, ensuite l'arrêt des achats d'actifs et ensuite la hausse de taux, elle peut voler en éclats très très rapidement avec la Banque d'Angleterre qui pourra monter ses taux directeurs dès le mois prochain, alors que le quantitative easing n'est pas terminé. Donc là, on voit que finalement, l'état d'esprit, la façon de réfléchir des banquiers centraux est en train de changer très très rapidement avec tous les éléments qu'on a indiqués sur l'inflation tout à l'heure. Le virage des banques centrales est bel et bien pris aujourd'hui. Merci beaucoup Bastien. Bastien Druck est avec nous par téléphone, responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. Parlons de marché et de stratégie d'investissement à présent avec Kevin Lenouel qui est à mes côtés en plateau, le directeur des investissements d'Avantgarde Investments. Bonjour Kevin. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Quelques commentaires après la démonstration de Bastien Druck chez CPR sur la manière dont le marché anticipe beaucoup plus vite que prévu une normalisation des politiques monétaires. Est-ce que c'est consistant avec les grandes idées que vous pouvez avoir chez Avantgarde Investment en termes de scénario macro ? Et puis, je ne sais pas comment vous regardez la tenue du marché dans un contexte où les choses évoluent très vite quand même. C'est vrai que ces dernières semaines, elles sont très intéressantes, même le dernier trimestre d'ailleurs dans sa globalité. Pour nous, ça vient plutôt corroborer justement, comme vous le disiez, un scénario sur lequel on planchait depuis plusieurs mois maintenant quasiment, et un environnement aussi sur lequel on s'était préparé sur la crise sanitaire. L'idée, c'est quasiment que les dernières semaines, finalement, elles viennent raccrocher les wagons, entre guillemets, de ce qu'on s'était déjà dit sur ce plateau, à savoir un cycle qu'on attendait beaucoup plus court, beaucoup plus racé. Mais ce qui nous intéresse dorénavant, c'est que, disant cela, ça sous-tend évidemment des transitions qui soient elles-mêmes beaucoup plus brutales, un milieu de cycle potentiellement qui soit finalement précipité. Et ce milieu de cycle qu'on attendait plutôt fin 2021, début 2022, fondamentalement, on y est. Ça a été redit justement, très justement par CPRAM. Et donc, on arrive aujourd'hui sur des niveaux qui ne sont pas des niveaux très surprenants en réalité, de notre point de vue. Donc, le dernier trimestre, c'est un dernier trimestre sur lequel on n'a pas eu beaucoup de surprises. On s'engage justement, de notre point de vue, vers un changement de paradigme, entre guillemets, avec les présupposés qui y sont liés, à savoir évidemment un abandon progressif de ces croissances économiques qui étaient très fortes, qui étaient finalement à la hauteur de ce que l'on avait vécu comme crise sanitaire. Et on atterrit aujourd'hui finalement vers des croissances qui sont des croissances beaucoup plus normées, qui appellent à des accommodations beaucoup moins fortes de la part des banques centrales, et des données, potentiellement des datas qui nous parviennent de marché, qui sont en effet beaucoup plus illisibles, parfois décevantes, et qui en tout cas vont nourrir justement un brouillard investisseur important. Oui, c'est intéressant. Donc on arrive beaucoup plus vite que prévu en milieu de cycle, même si on avait l'idée d'un cycle beaucoup plus intense, très atypique par rapport aux autres. Comment vous regardez justement, alors c'est intéressant de décomposer peut-être la manière dont les agents économiques peuvent se comporter, quelles sont les interrogations des agents économiques dans cette phase un peu accélérée du cycle. Alors je parle bien sûr des ménages sur le plan de la consommation, des entreprises également sur le plan de l'investissement, et puis on peut mettre les investisseurs également dans cette grille d'analyse. Qu'est-ce que vous dites là pour chacun des acteurs, des agents économiques, Kevin ? C'est vrai que c'est une décomposition qu'on apprécie comme on décompose parfois un peu le PIB.
PIB, on a cette décomposition souvent comme grande histoire finalement que l'on donne à nos investisseurs. Très clairement, ces 3 agents, ils sont très intéressants parce qu'ils nous permettent de prendre le pouls, en effet, un petit peu de l'économie, donc des marchés auxquels on va être confronté. Lorsqu'on regarde finalement le premier agent, les ménages, le sujet sur lequel on s'était nous-mêmes beaucoup entendu ces derniers mois, c'était évidemment celui d'un surplus d'épargne très important, d'un excès d'épargne finalement vis-à-vis des niveaux pré-Covid. On parle aux États-Unis de 2500 milliards d'excès d'épargne finalement depuis le début de la crise, donc 10% d'un PIB quasiment. On est à 4%, 4 à 5% aujourd'hui en zone euro. Le point justement typiquement qui nous semble intéressant, si on veut tracer une grande ligne de ce côté-là, c'est qu'on semble arriver déjà sur un plateau finalement en termes de surplus et quasiment dans les prochains mois potentiellement à un point d'inflexion. Donc on pourrait passer très prochainement du côté d'une épargne finalement négative, qui soit nette négative, donc on repart finalement à la dépense. Donc l'idée, on dépense plus qu'on épargne, c'est ce qui nous attend peut-être demain pour le consommateur américain. Exactement. Le point il est évidemment intéressant parce qu'il va nourrir la chaîne de production, il va nourrir évidemment l'offre, dont on va parler évidemment après. Le point qui est le plus critique ici, c'est évidemment celui de l'inflation, dont on a beaucoup parlé, parce que typiquement le risque d'une inflation, c'est de créer une demande qui soit une demande entre guillemets contrainte, une demande qui ne nous intéresse pas en tant qu'investisseur, parce que ce que l'on cherche, c'est de la demande d'investissement, c'est de la demande de consommation, donc c'est quelque chose qui soit beaucoup plus discrétionnaire et beaucoup plus constructif. Donc évidemment, si cette inflation, elle vient augmenter la demande en valeur et non pas en volume, ça n'a peu d'intérêt. Mais le point, me semble-t-il, si on veut tracer une ligne sur les prochains mois, c'est plutôt un aspect positif parce qu'on a encore une vraie réserve de croissance entre nos mains. Ouais, donc bon, ce socle de l'épargne qui disparaît pas aussi vite que prévu, mais absolument, ça reste quand même pour l'avenir quelque chose de positif en termes de consommation pour vous. Comment est-ce que vous analysez la situation des entreprises? C'est intéressant parce que là on est en pleine période de publication de résultats, les taux de marge sont très élevés, la reprise a été très forte pour la plupart des secteurs, il y a des secteurs qui restent encore fortement impactés. Maintenant, quel peut être le comportement des entreprises dans une situation de milieu de cycle qui va nous amener à un moment vers une fin de cycle? C'est tout à fait ici, en effet, que se situe le point d'achoppement. C'est vraiment du côté des entreprises, du côté de l'offre. Vous l'avez dit, la demande est forte. On a noté une réserve de demande d'autant plus forte. Et on se retrouve aujourd'hui avec des goulets d'étranglement qui sont très importantes sur de nombreux segments. Les prix du fret, vous en avez largement parlé, et des intrants, évidemment. Donc on a cette goulée d'étranglement. On veut là aussi voir plutôt le côté positif. On sait que la transition est brutale de ce côté-là. Mais on peut juger, encore une fois, que cette inflation, elle sera plutôt transitoire. Mais on conserve justement ce scénario au sein de nos allocations et on va aujourd'hui miser finalement sur une sorte d'adaptation de la part des chaînes de production. Ça, c'est éminemment intéressant. Donc si on arrive à passer cette goulée d'étranglement, finalement, on pourra lever les doutes, et les doutes qui sont des doutes assez raisonnables aujourd'hui sur les croissances bénéficiaires, sur les marges, etc. Mais on a le sentiment justement qu'on pourra outrepasser cela. Ça nous semble intéressant. Encore une fois, le niveau des dépenses qui nous attend, ça peut être un niveau à 6 à 9 mois. L'intérêt aujourd'hui, c'est vraiment de gérer cette goulée d'étranglement. Donc c'est un vrai exercice de style de la part des entreprises, mais on veut voir la ligne positive de ce côté-là. Bon. Et une fois qu'on a dit ça, pour les ménages, pour les entreprises, l'investisseur, il est dans une période un peu plus trouble aujourd'hui. Alors, trouble, ça veut dire volatilité sur les marchés, ça veut dire dispersion en termes de performance. Est-ce qu'à la fin, chez vous, ça veut dire opportunité? Alors, c'est tout à fait ça. Si on regarde les investisseurs de manière très générale, il est clair que on a un brouillard aujourd'hui qui est assez fort. On a parlé tout à l'heure de données qui sont des données parfois assez illisibles, assez instables. Elles se retrouvent aujourd'hui chez les investisseurs. On a typiquement, je crois que c'était fin septembre, on avait des flux actions net vendeurs qui étaient parmi les plus importants depuis la crise sanitaire. Donc ça montre bien évidemment cet aspect un peu à fleur de peau de la part des investisseurs. Le point qui est intéressant chez eux aujourd'hui, c'est que certes on est risk-off, mais on sent malgré tout qu'il y a une anticipation aujourd'hui qui se forge sur les marchés financiers. Cette anticipation, elle va s'ancrer au fur et à mesure. Nous, typiquement, aujourd'hui, sur un effet de tapering, sur un effet de hausse de taux, typiquement aux États-Unis, on ne juge pas que l'exercice il soit très périlleux en tant que tel. Ce qui est périlleux, ça va être le timing de mise en place. Et ça va être là où les investisseurs vont devoir être rassurés, entre guillemets, par les autorités monétaires. Mais un tapering en tant que tel, il ne nous inquiète pas. On avait déjà évoqué cela au mois de mai, quand Robert Kaplan évoquait déjà cette fissure au sein du board de la Fed. Bien globalement, aujourd'hui, ce qui est dangereux, c'est plutôt nous ce qu'on appelle l'effet ciseau. L'effet ciseau, il est terrible, il est très désagréable pour le marché. Si jamais vous avez un durcissement des conditions monétaires, évidemment, peut-être trop rapide, peut-être pas assez pragmatique, et à côté de ça, une déception sur les croissances. Là, typiquement, on se retrouve dans un effet qui est très désagréable. Ça peut nous rappeler des marchés quasiment comme 2018, où on avait une Fed qui était évidemment moins accommodante, c'est tout à fait normal, mais on avait une guerre commerciale qui s'enclenchait, des déceptions qui allaient de pair finalement
avec cette guerre commerciale sur la croissance économique. Et là, le marché se retrouve pris en étau finalement entre deux eaux qui ne lui plaisent pas forcément. Mais on a là aussi le sentiment que ça peut être relativement bien géré. La communication jusqu'à Jackson Hole, elle était plutôt très bonne. Et même le revirement finalement de Jérôme Powell sur Jackson Hole n'a pas été très marquant finalement pour les marchés financiers en tant que tel. Non, j'allais dire so far so good. Quand on regarde encore une fois le niveau du S&P 500, si on prend un baromètre comme ça sur les marchés, on est à moins de 1% ou 1% des plus hauts historiques du S&P 500. Bon. Alors on vient de raconter quand même qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent, que l'état d'esprit est en train de changer, que la question de l'inflation se diffuse et implique peut-être des politiques monétaires moins restrictives plus rapidement que prévu. Le marché action, pour l'instant, tient très bien, Kevin. Absolument, mais en réalité, quand on trace encore une fois ce scénario, on peut regarder, nous, le message qu'on veut communiquer, c'est sachons raison garder, c'est potentiellement normal. Regardons 2004, typiquement pour voir un tel environnement. 2004 était dans cette forme-là. Et regardons par exemple 2013 sur un tapering. Sur un tapering de 2013, vous avez une annonce de Bernanke qui pousse les taux, je crois que c'était 1,80 jusqu'à 3% en un temps relativement court. À partir du moment où le tapering est officiel et posé sur la table par Bernanke, en fait, il est quasiment déjà commencé à cette période-là, les taux repartent vers 2,20 et on a une décrue. Donc aujourd'hui, il y a sûrement une adaptation investisseur qui est possible. C'est en tout cas le scénario qu'on veut tenir, c'est celui de la non-panique, globalement. Ouais. Et comment on organise les portefeuilles justement, alors pour éviter de paniquer au cas où la situation se corse, Kevin, parce qu'en gestion privée c'est quand même le but. C'est quoi l'équilibre? Est-ce qu'il y a, je sais pas, des secteurs, des thèmes emblématiques aujourd'hui qui reflètent pour vous la situation dans les portefeuilles que vous gérez pour les clients? Le point, la grande ligne là-dessus, c'est qu'on reste prudent, on garde la prudence entre guillemets qu'on a depuis plusieurs mois, mais prudence ne veut pas dire vendeur. C'est certainement pas. Le point aujourd'hui, c'est de changer en effet nos allocations. On va enlever de la sensibilité, en réalité, dans nos portefeuilles. Ça fait plusieurs semaines qu'on s'y active, notamment les positions à fort bêta, elles commencent à quitter finalement nos portefeuilles. Et de la même manière, je dirais qu'on est aussi plus sélectif. Alors évidemment, on l'a toujours été, c'est très clair, mais un momentum de marché comme celui depuis le début d'année nous permettait finalement de passer sur certaines faiblesses de dossiers qu'on avait repérées parce que, on le sait, le marché était plutôt acheteur. Et la donc marée montante, quoi. Ça. Exactement. Donc on en profitait. Là, on va devenir d'autant plus sélectif. On va enlever ce bêta de nos portefeuilles. On va être beaucoup plus opportuniste également sur la volatilité parce que cette volatilité, elle nous donne les moyens de rentrer des beaux dossiers sur lesquels on n'arrivait pas forcément à se positionner ces derniers mois. Donc c'est intéressant. C'est quoi des valeurs de croissance, des valeurs défensives? Alors il faut essayer de trouver les meilleurs points d'entrée. Il y en a pas toujours beaucoup, mais c'est plutôt cet aspect-là que vous voulez privilégier aujourd'hui dans les allocations. Un thème qu'on avait déjà évoqué mais qu'on conserve, qui va rester sûrement dans nos portefeuilles encore jusqu'à la fin de l'année, c'est le thème du pricing power. Ces sociétés qui ont finalement une élasticité à la demande qui est bien gérée, celles-ci elles conservent nos faveurs en portefeuille, très clairement. Elles peuvent avoir une difficulté dans un marché volatile, sans aucun doute. Par contre, leur sensibilité est moins forte et surtout, on va se positionner dès à présent, certes sur les résultats du T3, mais sûrement sur le résultat du T4 qui nous intéresse entre guillemets, beaucoup plus fortement parce que c'est là où les inquiétudes d'inflation, elles vont être transparisées, très concrètement. Donc après, les secteurs en complément type santé, aujourd'hui, nous semblent tout à fait intéressants, notamment aux États-Unis. Et on conserve, entre guillemets, une poche un peu plus volatile, même si ces dernières semaines ne nous donnent pas forcément raison en termes de sensibilité, c'est la poche sur les financières américaines. Celle-ci, on l'apprécie, elle continue de très bien performer parce qu'on a un mouvement de taux qui certes est en train de s'épuiser, mais qui nous permet justement de jouer cette corrélation à la pontification. Merci beaucoup Kevin. Merci pour vos remarques, votre analyse de marché et les grandes décisions d'investissement que vous avez pu prendre pour le compte de vos clients. Et Kevin Lenouaille qui était à mes côtés en plateau, directeur des investissements chez Avantgarde Investments, invité de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve ce soir en direct à 17h bien sûr sur Bismart.